Donc d'abord, quelques mots sur le contexte général. Le fait que les 20 dernières années, il y a eu des avancées dans divers domaines de la biologie, de l'épigénétique jusqu'à l'écologie comportementale, qui ont posé de nombreux défis à la théorie traditionnelle de l'évolution, à la synthèse moderne. Et en particulier, parmi l'un des piliers de la synthèse moderne qui a été remis en cause, il y a cette idée qui vient une des hypothèses fondamentales de la génétique classique, sur laquelle la théorie traditionnelle de l'évolution s'est appuyée, selon laquelle les seuls facteurs transmis d'une génération à la suivante sont des facteurs génétiques, sont les gènes. Et aujourd'hui, la vision traditionnelle d'une hérédité qui ne serait que génétique n'est plus tenable. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut affirmer sur la base des développements récents dans l'étude de plusieurs mécanismes qui sont dits mécanismes épigénétiques, parentaux, écologiques et culturels, qui sont impliqués dans le développement. C'est des mécanismes qui sont impliqués dans le développement des organismes et qui contribuent à la transmission intergénérationnelle de facteurs non génétiques divers, donc qui sont susceptibles, donc, comme ils sont transmis, d'avoir un impact sur les dynamiques évolutives. Or, de manière générale, il y a plusieurs questions et implications de l'hérédité non génétique. Je ne parle pas encore de l'hérédité épigénétique. Il y a d'abord la question que les biologistes et les philosophes se posent sur l'extension ou l'élargissement de la conception traditionnelle de l'hérédité, qui donc était jusqu'à maintenant centrée sur les gènes et qui doit aujourd'hui incorporer toute autre forme, tout autre mécanisme non génétique qui participe à la récurrence des caractéristiques des organismes le long d'une lignée, qui participe à la ressemblance parent-descendant. Il y a aussi une ouverture intéressante, une ouverture vers la possibilité de résoudre certains énigmes de l'évolution qui sont encore à résoudre. Par exemple, l'énigme concernant l'émergence de nouveaux niveaux d'organisation, comme le passage de l'unicellulaire au multicellulaire, ou encore des questions comme la question de l'héritabilité manquante. Donc cette idée qu'on a certains traits pour lesquels la variation génétique ne suffit pas à elle seule à expliquer la variation phénotypique. La taille, il me semble, est un exemple. Après, il y a quelque chose d'autre dont a parlé déjà Guillaume, c'est l'environnement, et en particulier quand on parle d'hérédité écologique, donc la transmission d'une niche écologique et plus particulièrement la transmission de la modification de pression de sélection d'organisme à organisme, pas nécessairement de parents à descendants. Cette idée d'hérédité écologique fait que l'environnement n'est plus seulement un facteur qui joue un rôle important dans le développement et le fonctionnement des organismes, mais l'environnement vient s'intégrer en quelque sorte à l'héritage des organismes qui se fait tout au long de leur vie, tout au long de leur développement. Et donc si l'environnement devient quelque chose qui est transmis aussi, on voit bien que la distinction classique, historique entre hérédité, qui est ce qui est fixe et ce qui est transmis de génération en génération, et de l'autre côté l'environnement, ce qui est au contraire variable et qui peut avoir une influence sur les effets des facteurs héréditaires, cette distinction est remise en cause. Ou en d'autres termes aussi la distinction entre hérédité d'un côté et développement de l'autre, ou entre nature et ce qu'on appelle en anglais nurture, de l'inné et de l'acquis. Donc on voit que c'est une conséquence possible. Une autre implication importante, c'est qu'avec la prise en compte de ces formes différentes d'hérédité, donc non génétiques, on voit qu'on doit aussi prendre en compte des nouvelles directions de transmission, non seulement la transmission verticale des parents descendants, mais aussi la transmission horizontale entre organismes qui appartiennent à la même génération, et aussi ce qu'on appelle la transmission oblique entre organismes qui n'appartiennent pas à la même génération, mais qui ne sont pas reliés par de liens généalogiques. Et donc ça aussi, ça peut avoir une influence sur les dynamiques évolutives, ces différentes directions de la transmission. La question est de savoir si on doit mettre toutes ces formes de transmission sous le chapeau hérédité ou pas. C'est une question à discuter. Et puis plus généralement, Guillaume a montré à ce papier qui est paru dans Nature sur la nécessité
l'idée d'étendre ou d'élargir la synthèse moderne, la théorie traditionnelle de l'évolution. Donc il y a cette question, sur la base de la prise en compte des formes d'hérédité non génétique, la question de l'élargissement du cadre théorique existant. Est-ce qu'on doit l'étendre, l'élargir, est-ce qu'on doit le généraliser, ou est-ce qu'on doit arriver jusqu'à le changer ou le remplacer par un autre cadre? Et pour répondre à ces questions, il faut d'abord, bien évidemment, être clair sur ce dont on parle, la synthèse moderne, parce que souvent, si on regarde la littérature sur l'extension de la synthèse moderne, ce qu'on appelle la synthèse évolutionnaire étendue, la synthèse moderne est souvent réduite à un certain nombre de principes assez inarticulés entre eux. Donc elle est présentée de manière assez caricaturale, et donc un travail à faire, c'est d'abord d'être clair sur ce qu'on entend par synthèse moderne. Donc on va se focaliser un peu sur l'hérédité épigénétique, je vais mettre en évidence juste 3 questions ou implications de l'hérédité épigénétique. Tout d'abord, je n'ai pas le temps de répondre vraiment à la question qu'est-ce que l'épigénétique. Il y aurait toute une intervention à faire sur les différentes facettes de l'épigénétique. On a utilisé ce terme pour parler des différentes choses. Et si on parcourt l'histoire de Waddington jusqu'à aujourd'hui, on peut comprendre les différences, les points communs entre les différentes conceptions. Il y a dans la littérature, en particulier en histoire et philosophie de la biologie, on trouve le fait qu'on peut trouver une distinction de deux origines de 2 conceptions de l'épigénétique, l'une chez Waddington, où l'épigénétique est plutôt conçue comme en référence à l'épigénèse, cette idée qu'un organisme se construit au cours du développement et il n'est pas déjà préexistant dans l'œuf fécondé. Et donc pour Waddington, l'épigénétique, comme ça a été dit hier, était l'ensemble des complexes de processus qui ont lieu entre le génotype et le phénotype, donc processus qui implique l'interaction de tous les composants de l'œuf fécondé et qui amène donc du génotype au phénotype. Donc c'est une conception, disons, non réductionniste, émergentiste de l'épigénétique qui met l'accent sur l'interaction, les interactions au cours du développement. Et de l'autre côté, il y a une autre conception de l'épigénétique qui trouve son origine dans les travaux de David Naney, dont on a parlé aussi hier, dans les fin des années 50. Et cette conception, qui est plutôt celle qu'on trouve aujourd'hui dans les approches moléculaires, fait référence à l'épigénétique comme à l'étude des changements dans les fonctions des gènes, qui sont stables, qui sont héritables à travers les divisions cellulaires et qui ne peuvent pas être expliqués par des changements de la séquence d'ADN. Et donc c'est plutôt dans cette deuxième conception qui est plutôt réductionniste parce que il y a toujours quand même l'idée, chez Naney, il y avait encore toujours l'idée de programme génétique parce que les systèmes épigénétiques étaient conçus comme quelque chose qui est là pour décoder l'information qui est les spécificités qui sont encodées dans les gènes. C'est plutôt dans cette deuxième conception qu'émerge l'idée d'hérédité épigénétique, cette idée de stabilité au cours des divisions cellulaires et puis à un niveau plus macroscopique, la possibilité d'une hérédité à travers les générations d'organismes. Et donc quand on parle dans ce contexte disciplinaire plutôt de la biologie moléculaire cellulaire d'hérédité épigénétique, on fait référence à la transmission par exemple de patterns de méthylation de l'ADN ou d'autres types de modifications chimiques de l'ADN qui ne modifient pas la séquence primaire de l'ADN, à la transmission de marques de la chromatine, comme les modifications chimiques des histones, hier on a parlé un petit peu de cette hypothèse du code histone, ou encore à des modifications de la structure tridimensionnelle de la chromatine, et même la transmission de petits ARN non codants peut être considérée comme la transmission de facteurs épigénétiques. Donc trois points sur l'hérédité épigénétique, des points plus ou moins spécifiques sur l'hérédité épigénétique. Tout d'abord, et Guillaume aussi l'a mentionné ce point, la prise en compte de l'hérédité épigénétique va faire en sorte qu'on se rend compte qu'on doit remettre le développement au cœur de l'évolution, alors que le développement était absent, comme dans une boîte noire, dans le cas de la théorie synthétique moderne de l'évolution. Pourquoi ? Parce que donc, ce qu'on appelle l'épigénome d'un organisme peut changer
tout au long de son cycle de vie, parfois sous l'influence de l'environnement, de façon plus ou moins plus fréquente apparemment que le génome, parce que l'épigénome est moins stable chimiquement. Et ces modifications qui ont lieu donc durant le développement sont susceptibles d'être transmises à la génération suivante. Il faut faire attention parce que l'hérédité des modifications épigénétiques acquises en quelque sorte durant le développement ne veut pas de la même façon pour tout organisme. On sait que par exemple chez les végétaux où il n'y a pas vraiment de distinction nette entre la lignée germinale et la lignée somatique, cette transmission transgénérationnelle est beaucoup plus fréquente, alors que chez des animaux comme nous, chez les mammifères, il y a cette distinction entre la lignée germinale et la lignée somatique. Lors de la gamétogenèse, lors de la fécondation et des premières étapes de l'embryogénèse, il y a des mécanismes de reprogrammation, de remise à zéro des marques épigénétiques, et donc cette hérédité peut se faire, mais de manière moins fréquente, par exemple, en comparaison avec les plantes. Donc, en tout cas, du point de vue théorique, l'hérédité épigénétique implique, dans certains cas, la nécessité de mettre au jour le rôle non négligeable du développement en tant que source de variation héritable, et parfois même de ce qu'on appelle l'innovation, la nouveauté phénotypique. Et donc, c'est une nouveauté théorique de devoir le remettre au centre, au cœur de l'évolution. Deuxième point, on entend dans la littérature scientifique, mais aussi et surtout dans la littérature, dans la presse de vulgarisation, l'association entre épigénétique et lamarckisme, retour du lamarckisme. Et qu'est-ce qui est à l'origine de cette information? Le fait que, comme je viens de le dire, certaines variations épigénétiques, par exemple des modifications de la méthylation de l'ADN, peuvent parfois être acquises par un organisme durant sa vie, durant ses développements, sous l'influence de l'environnement, c'est l'environnement qui induit ces modifications, et peuvent être transmises à la génération suivante. Donc selon les partisans d'un retour du lamarckisme via l'hérédité épigénétique, il s'agit du retour d'une conception de l'hérédité flexible, aussi dite hérédité des caractères acquis, qu'on associe habituellement à Lamarck, même si c'était une idée de l'époque, ce n'était pas une idée de Lamarck, et Darwin même adhérait à l'hérédité des caractères acquis. Mais la question est-ce bien le cas? Est-ce que vraiment il y a un retour du lamarckisme? Et donc, mis à part le fait que, à mon avis, parler de lamarckisme ici n'a pas beaucoup de sens, je soutiens avec d'autres philosophes et historiens de la biologie, notamment un collègue Laurent Loison qui travaille dans mon laboratoire, que l'hérédité épigénétique n'implique pas un retour du lamarckisme ou de l'hérédité des caractères acquis, et je vais dire pourquoi en 3 points rapidement. D'une part, le lamarckisme et l'hérédité des caractères acquis sont deux choses, sont souvent présentées comme équivalentes, mais en fait ce sont deux choses distinctes. Le lamarckisme fait référence à des théories générales lamarckiennes de l'évolution, et l'hérédité des caractères acquis est un mécanisme parmi d'autres qui est impliqué dans l'explication de l'évolution, qui est aussi présente dans d'autres théories, notamment dans la théorie darwinienne. Deuxième point, c'est que l'hérédité des caractères acquis est conçue par les lamarckiens comme une propriété originelle de la matière, du protoplasme, alors que les mécanismes qui sous-tendent l'hérédité épigénétique sont des mécanismes hautement évolués, sont des adaptations, sont le résultat de l'évolution par sélection naturelle. Et donc, en aucun cas, on peut identifier l'hérédité épigénétique à un mécanisme qui impliquerait un retour dans une certaine forme de lamarckisme. Ce sont deux choses complètement différentes. Il y a une différence épistémologique essentielle entre les théories lamarckiennes passées et les explications contemporaines qui découlent de la prise en compte de l'hérédité épigénétique. Et puis encore, même si on pourrait imaginer que maintenant la sélection naturelle a donné lieu à des mécanismes lamarckiens qui prennent le relais en quelque sorte de l'évolution darwinienne, on ne peut pas véritablement qualifier les mécanismes d'hérédité épigénétique des lamarckiens, parce que pour être lamarckien et pouvoir donner lieu à de l'évolution, ces mécanismes devraient pouvoir produire de la variation qui est ouverte, qui est non contrainte et non préprogrammée, une variation qui est aussi adaptative, qui est assez fréquente et qui est stable, ce qui n'est pas le cas pour les mécanismes d'hérédité épigénétique. Et enfin, j'ajouterai aussi une question rhétorique qui est quelle est la différence entre une variation, une mutation génétique qui a été induite par l'environnement et qui est ensuite transmise à la génération suivante, chose qui était bien acceptée par les biologistes de la synthèse moderne, et puis la même chose, mais du côté d'une variation épigénétique.
Je ne sais pas si j'ai le temps, je pense que non, donc je vais sauter le dernier point dont on pourra discuter pendant les questions. C'est plutôt sur voilà, des nouveaux modèles qui sont en train d'être développés pour prendre en compte des réalités épigénétiques, mais pour l'instant il y a encore plein de choses à... Ah, j'ai encore 5 minutes, je croyais... Ah non, bon, alors je vais faire ce point, si j'ai encore 5 minutes. Donc la question est de savoir, voilà, est-ce qu'il y a des nouvelles méthodes pour prendre en compte cette hérédité épigénétique? Est-ce qu'on a des nouveaux modèles de l'évolution? Donc si on regarde par exemple du côté des travaux en épigénétique des populations, on voit qu'on emploie pour l'instant les mêmes méthodes, les mêmes traitements statistiques qu'en génétique des populations. Et notamment par exemple on fait des QTL, on mappe des QTL pour tester le lien entre variation épigénétique et variation phénotypique. Bien évidemment, on s'appuie sur des nouvelles techniques de séquençage à haut débit qui nous ont permis de séquencer l'épigénome. Mais pour l'instant, on utilise les mêmes méthodes de statistiques. Pour ce qui est de la modélisation mathématique, il y a pas mal de littérature en ce moment proposant des adaptations de modèles mathématiques existants en génétique des populations, en génétique quantitative, afin de prendre en compte l'hérédité épigénétique et aussi d'autres formes d'hérédité. Et si on regarde plutôt du côté de l'écologie évolutive, c'est là, il me semble, qu'on voit plus de nouveautés, parce que les mécanismes épigénétiques se révèlent être sous-jacents à un certain nombre de processus dont on ne connaissait pas les bases mécaniques, notamment ce qu'on appelle encore la plasticité phénotypique, et même un certain nombre de biologistes suggèrent que l'hérédité épigénétique est en quelque sorte une plasticité phénotypique transgénérationnelle, qui a donc aussi un impact sur les générations suivantes. Et donc dans ce cadre, on trouve des modélisations du rôle de l'hérédité épigénétique dans l'adaptation. L'idée étant qu'il pourrait s'agir d'un mécanisme d'adaptation alternatif qui permet une évolution, par exemple, avec un taux beaucoup plus rapide et qui peut changer aussi la direction des dynamiques de l'évolution. Et en particulier, il y a des modèles théoriques qui montrent un lien entre hérédité épigénétique et le fait que des organismes sont dans des environnements qui ne sont pas très stables, ou encore des populations d'organismes dont le phénotype moyen est loin de l'optimum. En tout cas, voilà, toutes ces études qui essayent de modéliser comment l'hérédité épigénétique peut influencer le changement phénotypique, mais aussi avoir un impact sur le changement génétique lui-même. Donc c'est un changement théorique important. Ce que je voulais souligner aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de biologistes qui, il me semble, montrent, par l'étude de l'hérédité épigénétique, qu'il faut faire place à un processus qui a été aussi postulé pour la première fois par Conrad Waddington dans les années 40, l'assimilation génétique, qui était seulement une spéculation théorique dans le cas de Waddington et qui a donc été pendant longtemps largement délaissée. Et donc l'assimilation génétique, comme vous le savez, c'est l'idée selon laquelle un phénotype qui correspond initialement aux réponses physiologiques face à une variation du milieu peut finir par être produite de manière automatique et génétique au cours du développement si elle est sélectionnée positivement durant un nombre suffisant grand de générations. Et donc l'hérédité épigénétique permettrait à un phénotype de se maintenir lors d'un changement des paramètres du milieu. Donc il y aurait une réponse physiologique qui est stabilisée sur quelques générations par une modification épigénétique héritable. Et puis cela rendrait possible la sélection progressive des allèles qui contrôlent la mise en place génétique de ce phénotype. Donc l'évolution génétique des populations serait initiée par des processus strictement épigénétiques. Et c'est là donc quelque chose d'important à prendre en compte et intégrer dans les modèles de l'évolution. Pour finir, je vais juste dire un mot rapidement sur ce réseau thématique pluridisciplinaire, 3E, dont je fais partie, épigénétique en écologie et en évolution, qui essaie de mettre ensemble des chercheurs de l'INE, de l'INSB et de l'INSHS qui travaillent sur les questions d'épigénétique en écologie et en évolution. Donc si vous souhaitez en savoir plus et devenir membre de ce RTP, vous avez ici l'adresse du site internet. Et puis, je remercie un certain nombre de collègues et je vais remercier les organisateurs et vous tous pour votre attention. Merci.